Oui, je pense notamment au calme des forêts de hêtres, à la sécurité qu'elles amènent, ou sinon après, je dirais à la beauté et au pétillant des orchidées au mois de juin. C'est le chêne et c'est l'églantine, le rosier sauvage. Voilà, ça c'est les deux plantes voilà, qui ont jalonné, on va dire, mon enfance. C'est-à-dire que mes parents, c'était pas au mois de juin, mais c'était au mois de juillet, ils allaient sur le bois de la Guiole ramasser du thé d'Aubrac. Et ils m'avaient laissé avec mon frère sur une couverture dans la hêtraie. Et puis ils sont rentrés un peu tard. Est-ce qu'ils s'étaient égarés ou autre, je ne sais pas. Et le bois était envahi de bruits insolites. Et puis on se les imaginait, la nuit tombée. Et j'ai eu une peur terrible. Le premier rapport que j'ai eu avec le végétal, c'était de l'angoisse. Quand j'étais enfant, je jouais avec les petites mousses qu'on retrouvait sur les murailles. Pour moi, c'était des petits hérissons, des petits animaux. Je sais, mon grand-père, il ramassait des liserondées, il en mettait toujours une au bord de la bouche. Celle qui m'a le plus... Il y en a deux qui m'ont marqué, c'est la petite drosera qu'on trouve sur les tourbières. Et la deuxième, c'est la cistre, qui en fait a une odeur particulière et qui, on avait été visiter la fromagerie Jeune Montagne, il nous avait expliqué qu'en fait cette plante donnait le goût au lait. Voilà, et j'ai souvenir d'avoir fait la transhumance et j'ai encore l'odeur des narcisses à cette période-là. C'est des odeurs assez entêtantes, mais j'en ai un souvenir ouais, assez extraordinaire. Ouais. Champ de narcisses, quand j'étais petite, et quand on est petit, les narcisses ils paraissent très gros, donc il y avait une mer de narcisses dans les prairies, et pour moi c'était cueillir des narcisses, être au milieu des narcisses qui sentent bon, c'était voilà, c'était un souvenir très particulier et unique, parce que même si on partait des fois en vacances ailleurs, ou si même après j'étais dans le nord-est, on retrouve jamais ça. Souvent au mois d'août, avec les grands-parents, on allait cueillir du thé d'Aubrac en fait dans les hêtraies, donc à la montagne, sous le Buron, on trouve du thé à l'état sauvage. Et c'est vrai que ça faisait partie des bons moments. Et donc l'hiver, au coin du feu, on buvait notre thé d'Aubrac. Et c'est vrai que notre petite tisane, c'était des bons moments en famille. Les feuilles de géranium qui sont un peu douces. L'herbe en général. J'ai une manie souvent, vous savez, de passer la main. Alors sur les plantes hautes ou autres, si vous voulez, pour capter le parfum après. Toutes les plantes au bord des chemins, quand je me balade, je laisse glisser mes mains sur les plantes. Voilà, donc j'aime les toucher toutes. Maintenant l'ortie, j'évite. Les fougères, oui, j'aime beaucoup les fougères. Hein. J'aime bien les feuilles de l'alisier blanc. De la fétuque. Alors on a de la vieille fétuque quand même sur les montagnes là. On a de la vieille fétuque qui se remet en touffe là. Ah, ça va être une écorce de gros hêtre. Le contact, oui. Contact. Oui, les arbres, oui. Le hêtre ici, c'est le roi, mais oui, alors je touche, oui, je touche avec les mains, mais je touche surtout avec les yeux. De près, le thé d'Aubrac. Les coquelicots, tiens, voilà. Une question, je peux redire la narcisse. Le lys martagan. Le lys martagan. C'est une plante de sous-bois qu'on retrouve que dans les territoires d'altitude. Eh ben, le trèfle d'eau. La fleur du trèfle d'eau. Pimprenelle. Les orchidées, alors par contre, il y en a tellement que je vois pas forcément comment elles s'appellent. Je pense à une qui est violacée et qui pousse, qui est en floraison à la mi-juin et qui est plutôt dans les zones humides. Serapias lang, qui est une autre orchidée
que j'ai observées sur le territoire à Castelnau-de-Mondaille par exemple. Oui, parce que je ne sais pas trop en termes botaniques, vous comprenez. Alors la gentiane, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qui pousse dans des régions un peu spécifiques. Je pense qu'on ne trouvera pas ça en Picardie. Celle qu'on court un peu tous les ans, la petite tulipe sauvage sur Aubrac, qui est très belle. La tulipe, je trouve ça trop beau, il n'y en a pas trop ici, mais je trouve ça trop beau ici. Je crois qu'il y a une petite tulipe sauvage sur le Brac. Je trouve ça trop beau. C'est la tulipe, ma préf, je crois. Le daphné qui pousse dans les forêts de l'Aubrac et la fleur sent super bon. Les œillets peut-être, c'est beaucoup plus ténu, c'est plus discret. Et un jour, je suis interpellé par un parfum. C'est pas une odeur, un parfum. Amande amère, très lourde. Je me retourne, je croyais que quelqu'un me suivait, c'était pas possible. C'était le temps, c'était pas un temps, c'était un temps couvert, donc les parfums étaient décuplés. Et puis je me retourne, je trouve rien, enfin, j'essaye de comprendre, et puis à un moment donné, j'ai trouvé que c'était dans une espèce de soubassement, c'était la Reine des Prés. Et la Reine des Prés, donc c'est un peu ma chérie, parce que quand j'ai commencé la cuisine, moi c'était l'aspect physico-chimique qui me plaisait, fixer les arômes, fixer les parfums. Et donc j'ai fait une première glacée avec la Reine des Prés pour lui rendre ce qu'elle m'avait offert. Il y a encore la Reine des Prés aussi, ouais. Qui est blanche, très belle. Et... Une odeur envoûtante aussi, oui. Ouais, une odeur très envoûtante. J'aime bien l'odeur de l'arbre coupé pour le foin. Le parfum du foin qui sèche. Ils ont dû déjà vous en parler, forcément, c'est la schistre. Ça, c'est la schistre, parce que déjà, elle a un parfum extraordinaire. C'est un fenouil des Alpes, vous le savez. On vous en a parlé, et bien sûr. Les graines de cistre, le fenouil des Alpes. Oui, j'utilise les sureaux, la Reine des Prés, le Tédobrac un petit peu, plus. C'est les mûres de ronces ou les framboises, quand elles sont sous le soleil. Une à goûter. La menthe. Des myrtilles. Oui. Quand elle est transformée en confiture, le cynorhodon. Ah oui, le cynorhodon. Le sureau. Moi j'ai goûté les bourraches, c'est rigolo. Oui, la bourrache, tout simplement. Oui, la bourrache. Le vent dans les feuilles. Ou même quand on marche en forêt sur les feuilles mortes aussi. C'est une histoire, je peux vous situer assez au fond d'une prade, je cours et il y a des feuilles d'alisier qui m'ont suggéré une recette d'ailleurs. Parce que vous savez, les feuilles d'alisier, il y a un côté doré et un côté... Et donc, c'était l'automne, il y avait un côté argenté et le côté sec. Et quand je marchais, ça faisait des bruits et ça m'a évoqué un plat de champignons. Le genêt à balai, le grand genêt là, quand il est mûr et qu'il fait chaud, non seulement il a une odeur très forte, mais en plus de ça, donc on entend les petites... c'est une légumineuse, hein, le genêt, donc c'est une silique, je crois, qu'on appelle le fruit, qui claque et qui éjecte les graines. Les capsules des fruits de certaines balsamines, qui quand on passe à côté, claquent pour expulser leurs fruits loin. Alors... le vent qui passe, qu'on entend siffler, et les cloches qu'on met à nos vaches, parce que des fois sur l'Aubrac qui fait des neppes, on appelle, c'est du brouillard, et en fait voilà, il y a tout qui bouge, et on se repère au son des cloches pour savoir où sont nos animaux, et voilà, c'est surtout quand on va marcher le midi sur l'Aubrac quand il y a la neige, tout est figé. Et déjà même les épicéas, quand tu vois la neige dessus, c'est magnifique avec le soleil et tout, c'est vraiment beau. Et c'est le son, c'est pas tant l'arbre, mais c'est le crépitement du gel et du givre qui tombe petit à petit quand ça se réchauffe. Et je crois que c'est le son qui me marque le plus. C'est pas directement l'arbre, mais ça y fait référence. Le vent nous fait remettre toujours les plantes là-haut.
le bruissement des feuilles quoi, dans les arbres. Nous, quand on a du vent ici, c'est assez impressionnant. Hein. Quand il y a des gros vents, on a les arbres qui se parlent, qui se touchent, qui bruissent, qui font toute une musique. Hein. Le vent, les petits cours d'eau qui ruissellent, puis le calme. Le futur, je le vois chaudement pour les questions de dérèglement climatique. Et du coup, je le vois chaudement et je le vois difficilement aussi. Parce que l'Aubrac, c'est quand même beaucoup d'espèces qui sont adaptées à un territoire froid ou qui dans le passé étaient adaptées à un territoire froid, à un territoire en altitude et progressivement ces caractéristiques-là elles vont disparaître, donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'espèces végétales et pas seulement d'ailleurs, animales aussi qui vont souffrir. Je pense, et qui probablement vont avoir du mal à se maintenir, quoi. Je pense en particulier à des espèces rares de tourbières, des espèces végétales ou des insectes aussi. Donc voilà, donc là c'est, je le vois plutôt un peu difficilement, malheureusement. Donc la flore va énormément changer. Des espèces vont disparaître, d'autres espèces vont les remplacer. Donc il faut s'attendre à un grand bouleversement végétal. Et ça va avoir forcément des fortes influences sur l'élevage par exemple. Surtout toutes les plantes en fait, qui sont de zones humides, de tourbières et tout ça, c'est des plantes qui sont quand même vachement amenées à disparaître et que dans les 10 prochaines années on va retrouver de moins en moins. Donc je pense que c'est important de faire quelque chose pour préserver ces plantes maintenant et pas trop tard, quoi. Alors comment je le vois? Avec plein de points d'interrogation. Voilà, c'est sûr qu'on est sur un territoire qui est lié avec de la végétation liée à un climat particulier, dont on sait qu'il a tendance à se réchauffer forcément. Donc effectivement ça pose certaines questions sur des espèces emblématiques, hein, notamment le hêtre, on retrouve beaucoup de hêtraies ici. Voilà, donc typiquement, qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va s'adapter. Après, quand je vois la capacité des chênes à gagner le territoire, je me dis que petit à petit les chênes vont peut-être remonter en altitude. Voilà. Ce qui fait peur évidemment, ce sont les changements climatiques, les hausses des températures, puisqu'on voit parfois des tourbières s'assécher, alors que ce sont des véritables réservoirs de biodiversité. Donc ça évidemment ça fait peur. Après, je pense qu'il y a par contre une véritable complémentarité entre le paysage, les plantes et les vaches présentes sur le plateau. Donc je le dis aussi en tant qu'éleveur. C'est vrai que ce sont les vaches qui maintiennent le milieu tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, mais après c'est vrai que c'est un peu une hantise de voir changer les plantes sur le plateau. Parce que tant qu'il y aura des vaches et des hommes, c'est le titre de certains livres, et ben rien ne changera. Puisque la nature étant très présente ici et se rappelant régulièrement à nous si on veut faire autre chose, pour moi la flore restera telle qu'elle est. Alors le petit point négatif, c'est si on la laisse un peu tranquille et l'engouement qu'on a autour des plantes ne vient pas la détruire. Plutôt optimiste, on est vraiment accrochés. Je crois que l'Aveyron, on le voit au niveau de la race Aubrac, où les jeunes sont accrochés à leur territoire, à la race du pays en fait, et je pense que c'est plutôt positif, malgré que ce soit un métier quand même compliqué et très prenant, mais les gens sont accrochés au territoire de montagne, au territoire difficile, et en fait c'est ce qui rend aujourd'hui, je crois, des caractères un peu difficiles, mais voilà, forts et ancrés dans leur territoire et leur environnement, quoi. Ici en tout cas, persistant, ouais. Je pense qu'il nous survivra plus. Je lui fais plus confiance qu'aux humains, hein, et je pense qu'il a plus de
de potentiel et de ressources que nous, en tout cas. Je pense qu'il nous survivra. Je suis assez optimiste pour le végétal. Il faudra garder des paysans. Il faudra garder des paysans. Parce que les premiers écologistes, c'est nous. Parce que je pense qu'on a quand même encore du bon sens. Non, moi j'y crois, il a de l'avenir, et puis plus que jamais, il a le vent en poupe, l'Aubrac. Peut-être un peu trop même parfois. Ouais, c'est la dernière. La femme me fait attention. Elle avait mal au genou, mais elle va la faire. Ouais, Laurent, ouais. Bravo, Laurent. Formidable.